Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo d'unboxing de ce téléviseur Panasonic 65 JZ2000. L'association des membres HCFR remercie chaleureusement Panasonic France pour le prêt de ce téléviseur. Ce JZ2000 est la troisième génération de la série 2000 de Panasonic qui a débuté en 2019 avec le GZ2000. À l'époque, le GZ2000 était une petite révolution dans le monde des téléviseurs OLED, puisque c'était le premier téléviseur qui pouvait tutoyer les 1000 nits en pic de luminosité. C'était dû au fait que Panasonic recevait de LG Display des dalles OLED nues, qui le retravaillaient afin d'augmenter la puissance lumineuse des pixels. S'y ajoutait également une amélioration du refroidissement passif via l'ajout d'une plaque métallique derrière la dalle OLED, ce qui permettait d'éviter les phénomènes de marquage qui étaient assez présents à l'époque sur les OLED. Ce téléviseur aussi incorporait le processeur maison HCX Pro, HCX pour Hollywood Cinema Experience. En effet, Panasonic est assez proche de certains studios hollywoodiens pour lesquels il fournit des dalles pour l'étalonnage des séries télé ou des films. Ça permet à Panasonic en retour de bénéficier de l'expérience des professionnels de Hollywood en matière de restitution vidéo. Ce téléviseur à l'époque était également certifié THX avec donc un mode vidéo dédié THX permettant de reproduire les films de la manière la plus fidèle possible à la source. C'était en quelque sorte une sorte de filmmaker mode avant l'heure. L'année suivante, donc en 2020, le HZ2000 proposait une évolution un petit peu contenue du GZ2000. Il abandonnait la certification THX pour pleinement adopter le filmmaker mode qui est apparu sur beaucoup de téléviseurs en 2020 et qui permet donc, tout comme le mode THX, de se rapprocher le plus possible de la qualité originelle de la source, comme l'a conçu le réalisateur du film. Il apportait également le Dolby Vision IQ qui permet de modifier luminosité et contraste en fonction de la luminosité de l'environnement extérieur, via donc un capteur de lumière. Alors, modifier luminosité et contraste via un capteur de lumière, c'était pas du tout une nouveauté à l'époque, ça existait même depuis plusieurs décennies sur la téléviseur. J'avais un téléviseur à tube du début des années 2000 qui avait déjà un capteur de luminosité et qui modifiait donc contraste et luminosité en fonction de l'environnement de la pièce. La nouveauté de 2020, c'est que c'était applicable sur le Dolby Vision, sachant que Dolby est plutôt réticent à ce qu'on modifie les paramètres vidéo de son mode d'affichage. Et donc maintenant, on pouvait bénéficier de la captation de lumière ambiante pour le Dolby Vision. La série 2000 de Panasonic a également une autre caractéristique, c'est celle d'avoir un système sonore assez performant. Ça passe par l'intégration directement dans le téléviseur, la coque du téléviseur d'une barre de son en façade, ainsi que de plusieurs haut-parleurs derrière le téléviseur et notamment certains placés en direction du plafond afin de reproduire le Dolby Atmos par réflexion. On peut donc maintenant se demander ce que va apporter ce nouveau JZ2000. Donc on voit, j'aime bien faire ce petit tour des logos qui sont inscrits sur les dalles. Donc comme sur le précédent GZ2000 et HZ2000, on a une dalle Professional Edition. Il faut savoir que la concurrence maintenant a atteint également les 1000 nits, enfin pas tous les concurrents, mais certains concurrents ont atteint les 1000 nits également en OLED. Donc Panasonic n'a plus l'exclusivité sur ce point. Toujours est-il qu'une dalle Professional Edition de Panasonic nous promet quand même de beaux pics de luminosité très appréciables pour les vidéos HDR ou Dolby Vision. On a toujours l'expertise d'Hollywood qui est indiquée sur le carton. Sur les précédents modèles, on avait carrément un poster couleur imprimé sur le carton marqué Hollywood Experience. Là, on a un carton qui est nettement plus discret. On a toujours donc le processeur HCX, alors dans sa dernière version, évidemment, qui maintenant est épaulé par de l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est quelque chose de très actuel. Toujours le Dolby Vision IQ, dont j'ai parlé tout à l'heure. On a un nouveau logo ici, AMD Free 5 Premium. Donc AMD qui est un constructeur de cartes graphiques.
Il se trouve que ça veut dire que le téléviseur est pleinement compatible avec la fonction VRR implémentée sur certaines consoles de jeux vidéo ou sur certains PC gamers. Il y a un petit logo également pour Game Mode Extreme, qui ne veut pas dire grand chose, mais ce qui n'est que ça veut dire que le téléviseur est donc apte à être compatible avec donc les dernières consoles et les derniers PC en matière de VRR. Le VRR, Variable Refresh Rate, qui permet au téléviseur de s'adapter automatiquement à la fréquence d'affichage fournie par la source. Il faut savoir qu'en matière de jeux vidéo, le débit d'image n'est pas forcément fixe en fonction de la puissance de calcul de la machine, de ce qu'on lui demande de calculer. Le débit d'image peut varier en temps réel. Alors, si on n'a pas le VRR, le Variable Refresh Rate, la carte graphique fait ce qu'elle peut pour obligatoirement s'adapter à la fréquence fixe d'affichage du téléviseur, ce qui peut créer des saccades bien visibles ou bien alors même des déchirements d'image, du tearing. Avec le VRR, et bien moi c'est le téléviseur qui s'adapte à la carte graphique ou à la console de jeu et ça rend les animations plus fluides, ou en tout cas les saccades vont moins se voir puisque la source n'aura pas l'obligation de s'adapter à l'écran, c'est l'écran qui s'adapte. Ça nécessite bien entendu au niveau du téléviseur une compatibilité des prises HDMI en 2.1. C'est bien évidemment le cas sur ce téléviseur qui est équipé de 4 prises HDMI, dont 2 sont compatibles 2 points, donc compatibles Variable Refresh Rate et également à LLM, c'est ce qui permet au téléviseur de passer automatiquement en mode jeu lorsqu'il détecte effectivement qu'on est en train de jouer à une console ou à un ordinateur. À propos donc du mode jeu, il a été mesuré à 14 millisecondes de temps de latence, ce qui est vraiment très court et va permettre de jouer à des jeux rapides dans de très bonnes conditions. Ensuite, autre logo, 360 degrés Soundscape Pro. Bon, donc ça correspond à la partie sonore que j'ai évoquée tout à l'heure. Via le petit logiciel intégré Spacetune, on peut calibrer le son du téléviseur. C'est quelque chose que je vous montrerai en détail dans la vidéo qui concernera les menus. Et enfin, dernier logo, My On Screen 6.0, c'est l'OS qui est embarqué dans ce téléviseur. C'est pas du tout l'OS le plus performant qui soit, on est loin de ce que peut proposer Google TV, voire même WebOS. L'avantage de cet OS, et en tout cas c'est un avantage que moi j'apprécie, c'est qu'il est très discret et pas du tout invasif à l'inverse de Google TV, où dès qu'on allume la télé on tourne sur ça, même si on veut aller dans les paramètres de la télé, il faut d'abord passer par Google TV. Enfin, c'est souvent assez intrusif, moi j'apprécie pas trop. L'avantage sur ce téléviseur, c'est qu'effectivement c'est pas intrusif. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas énormément d'applications. Il y a quand même YouTube, Netflix, Amazon Prime. Il me semble pas qu'il y ait Disney+. C'est quelque chose que je vérifierai ultérieurement lorsque j'aurai branché le téléviseur. Donc maintenant je vais procéder au déballage de ce téléviseur. Avant de commencer la vidéo, je me suis un peu renseigné pour ouvrir le carton car visiblement ça ne s'ouvre pas de la manière habituelle. Donc il y a un petit schéma qui est indiqué sur le carton. Sur les précédents téléviseurs que j'ai pu tester, ça s'ouvre tous de la même manière. Ce grand carton blanc, on le soulevait et la télé était posée sur son socle, un socle d'emballage en bas. Là, c'est un petit peu différent puisqu'il va falloir ouvrir le carton par-dessus et apparemment, il faut déchirer cette partie-là. Il y a des petites encoches ici et ici, des petits cantillés. Il faut déchirer cette partie-là. Donc, on va voir ce que cela fait. Hop là. Donc premier point que je peux voir, la télécommande. Alors, précédemment sur les séries 2000, il y avait une télécommande tout en alu qui était très jolie. Là, c'est du plastique imitation alu. Bon, c'est un petit peu dommage. On voit bien l'accès aux différents services de VOD qui sont proposés de base sur ce téléviseur, donc Netflix, Prime Video, Rakuten TV, YouTube. Sinon, dans l'ensemble, c'est une télécommande classique. Les boutons sont très doux au toucher, c'est bien agréable.
Je retrouve les mêmes fonctions qu'il y avait sur ma GZ2000, hein, qu'on retrouve aussi sur beaucoup d'autres téléviseurs, hein, c'est quelque chose de très classique. Donc voilà, je vais poursuivre le déballage. Donc effectivement, c'est là qu'il faut que je déchire le carton. Alors je pense que ça m'embête un peu de le faire. J'ai pas tellement le choix en fait. Voilà, donc ça correspond bien à ce qui était indiqué sur le schéma. Donc là, j'ai de la documentation, bah, très bien, j'ai de la lecture pour cette nuit. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore un peu styréne enlevé. Hop. Hop. Donc ça, c'est le cache. C'est le cache du pied du téléviseur avec le passe-câble intégré. Je pose ça là. Là, j'ai le pied qui est bien lourd, forcément. Alors, par rapport au précédent série 2000, le pied il est arrondi. Donc il est toujours dans une belle pièce de métal, un peu alu brossé, vraiment une belle pièce. Par rapport donc au pied rectangulaire des anciennes séries 2000, bah, il est également rotatif. Alors je sais pas trop comment ça marche. Il y a peut-être quelque chose à débloquer, je sais pas. Mais bon, c'est quelque chose que je pourrais vous montrer plus tard. Hop. Voilà, donc j'ai un peu déballé la télé. On va maintenant essayer de faire un petit peu le tour du propriétaire. Enfin, le tour du propriétaire, ça va être surtout par derrière. La prochaine vidéo sera faite lorsque la télé sera en place dans ma pièce home cinéma. Hop là. Donc voilà la vue arrière du téléviseur. Donc effectivement, derrière les grilles, on voit qu'il y a un certain nombre de haut-parleurs. En tout, j'ai vu qu'il y allait en avoir 8. Sur le dessus, ici, ce sont les petites grilles cachent les haut-parleurs qui sont dirigés vers le plafond pour la restitution du Dolby Atmos en réflexion. J'avais oublié de préciser effectivement que la partie sonore est conçue par Technics. On remarque toujours la finesse de la dalle au laine, hein, ça c'est toujours quelque chose d'assez impressionnant à regarder, hein. Même si au final c'est pas très utile puisqu'on a toujours l'électronique, les haut-parleurs, etc. qui sont en façade arrière et qui prennent toujours un peu d'épaisseur. Enfin bon, on est sur une épaisseur qui est quand même assez contenue, on doit être de l'ordre de 6 cm, quelque chose comme ça, il faudra que je vérifie. Sur le côté, ici, on a accès à la connectique, je sais pas si on va bien y voir, si... Donc, on a accès à la prise HDMI numéro 4. On a 2 ports USB, dont un USB 3. Je ne sais pas où sont les autres ports USB. Ah, il y a aussi de la connectique ici, là. Donc, il y a certainement d'autres ports USB qui sont en dessous. Et ensuite, les câbles sont redirigés par ici, où il y a un passe-câble là, pour les faire transiter au même endroit et essayer que ce soit le plus discret possible.
Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. La prochaine vidéo aura lieu dans ma pièce au cinéma pour les explications concernant les différents menus de ce téléviseur. À bientôt. Burned me once or twice. I expect